we follow, and now I'll give the floor to Franklin. Continuons. Maintenant, je passe la parole à Franklin de Rousse. Je ne vais pas faire de commentaires et m'étendre sur son CV, parce que je pense qu'il a travaillé à beaucoup de postes dans l'Union européenne, mais je voudrais simplement souligner une information qui peut être utile, c'est qu'outre la politique et la justice, il est l'auteur de 6 bandes dessinées. Donc vous êtes pour l'Europe des cultures. Vous avez la parole. Merci Enrique. Oui, les bandes dessinées. Et je dois dire que mes visites régulières au Parlement européen étaient une grande source d'inspiration. Je suis venu dans les années 80. En tant que jeune conseiller européen, j'ai vu les débats Spinelli sur la Constitution européenne. Vous ne l'avez pas eu. Et ensuite, je suis revenu dans les années 90 avec Bernard Herrmann, avec une nouvelle constitution pour le Parlement européen. Nous ne l'avons pas eu. Et ensuite, Jean-Luc Dehaene, dans les années 2000, avec la constitution européenne, qui n'a pas non plus été adoptée. Donc voilà. Je aussi visité les autres institutions européennes. Je suis toujours très heureux d'être ici, parce que j'ai nourri un grand amour pour cette institution, et c'est une belle idée. Mais je suis toujours frappé de 2 données. Décennie après décennie, je me demande qu'est-ce que les gens dans la rue comprennent de cette institution. Je ne vois rien. Et ensuite, c'est devenu un débat parlementaire typique. Vous avez un ordre du jour qui n'est pas du tout respecté à cause de nombreuses conférences. Ensuite, il y a un débat avec tous les membres du Parlement présents, qui parfois s'écoutent entre eux, mais pas toujours. Et ensuite, les invités extérieurs, on ne les entendra jamais. Et certains députés disent, on a besoin d'un dialogue. Mais ce dialogue n'a pas lieu à cause de tous ces objectifs, de toutes ces conditions. Donc, je voudrais... moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision des jeunes. J'ai un email, franklin.dehousse@gmail.com. Si vous osez envoyer vos observations de ce débat, je serai très intéressé de les voir. Donc je resterai très bref dans mon intervention parce que nous sommes déjà en retard. Donc cette perspective historique de toutes les institutions fait ressortir certains paradoxes. Nous sommes ici pour défendre la démocratie, qui est manifestement menacée. C'est un peu curieux. Quand nous étions au Parlement, l'Union en faisait moins et le Parlement n'avait pas de pouvoir. Maintenant, l'Union européenne en fait beaucoup plus et le Parlement a beaucoup plus de pouvoir. Et avant, l'Union était populaire. Et maintenant, elle est complètement impopulaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui devrait demander toute notre attention. Le problème de la démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas un problème de l'Union européenne, c'est un problème, et ça a été mentionné dans des États membres, mais également dans d'autres démocraties occidentales. On a vu une personne élue président des États-Unis, tout en ayant violé un certain nombre de principes. Le Japon également, son développement après les années 80. Il y a des majorités instables, des députés qui sont critiqués, des juges qui sont parfois attaqués, notamment au Royaume-Uni de manière assez virulente. Donc, manifestement, il y a un problème avec la démocratie et l'état de droit. Comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, ça a beaucoup à voir avec le sentiment général d'insécurité auprès de la population, insécurité économique, liée à l'émergence du numérique, l'insécurité sociale, l'austérité, la crise financière, l'insécurité culturelle, l'arrivée des migrants, la population qui augmente de façon drastique très vite, le terrorisme. Tout cela crée un climat très néfaste.
Et cela semble provoquer des réactions très dangereuses. On m'a invité à faire des commentaires sur ce que pouvait faire l'Union européenne et la Cour européenne sur ce sujet. Mais vous pouvez le lire sur Internet. L'avantage d'Internet, c'est que vous pouvez vous abstenir de tout discours et donner le contenu aux personnes intéressées. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce que toutes les institutions de l'Union européenne peuvent faire. Il y a des crises partout dans les démocraties européennes, mais il y a un programme spécial dans l'Union européenne, peut-être parce que c'est un peu plus grand et qu'il va un peu plus loin, et un peu plus complexe également. Récemment, je commentais un article par Margaret Macmillan dans le Financial Times. Elle est une historienne émérite, je la respecte beaucoup. Mais elle a écrit « Le respect de l'état de droit empêchera tout retour à l'ère de Weimar. » Et je dois exprimer mon désaccord parce que nos sociétés n'aiment pas beaucoup l'état de droit, je dois le dire. Et j'étais frappé. Et pour vous donner un seul exemple du niveau de démocratie et de respect de l'état de droit dans le débat, parce qu'après l'assassinat de Joe Cox au Royaume-Uni, avant le référendum du Brexit, Twitter a dû effacer 25 000 tweets. Parce qu'il critiquait Joe Cox de manière différente. Et parfois même louait l'action du tueur, l'appelant un patriote. Voilà ce qui se passe sur Twitter. Et voilà le niveau auquel se situe le problème. Voilà l'ampleur réelle du problème. Imaginons-nous un peu ce qui se passerait si au Royaume-Uni, nous avions le contexte économique de la République de Weimar. Donc 25% de réduction des revenus et 25% de chômage. Qu'est-ce qui se passerait alors sur Twitter? Quels seraient les tweets? Donc, je pense que, à notre niveau, si l'on veut, et c'est ce que j'essaie de faire dans les autres institutions, nous devons essayer de répondre, de trouver une légitimité, parce que nous sommes critiqués. Ensuite, les politologues vous disent que si vous voulez de la légitimité, il y a une légitimité d'input et d'output. Donc, pour simplifier, il faut un bon processus de prise de décision et de bons résultats. Pourrions-nous avoir un meilleur processus de prise de décision? Eh bien, le système de l'Union européenne est devenu absolument cabalistique. C'est un cauchemar bureaucratique et même les spécialistes de droit européen luttent pour expliquer ce système aux jeunes générations. Ils parlent de compétences partagées, de pactes mixtes, de traités mixtes, des principes de subsidiarité, de différentes procédures, de supervision bancaire divisée, des réglementations bancaires qui n'ont pas le pouvoir de réglementer. Et il y a un océan d'acronymes. Et donc, comment s'en sortir? Oui, il y a d'autres exemples, bien sûr. Donc, je dois vous faire une confession. L'Union européenne est devenue une gigantesque photocopie de la Belgique. En Belgique, il faut un doctorat pour appeler les pompiers, pour meubler son appartement ou payer les impôts. Et en Europe, c'est plus ou moins la même chose qui se passe. Donc c'est le paradis des juristes. Et il y a une fatalité. À chaque fois qu'il y a un problème, quelqu'un propose de complexifier le système. Voyons le Brexit. Monsieur Bruegel a dit que nous allons créer un nouveau conseil rassemblant tout type de membres externes qui vont établir les décisions de l'Union. Ensuite, il y a le centre Geller qui dit que nous devons centrer la zone euro en créant une nouvelle assemblée parlementaire qui n'est pas le Parlement européen, qui n'est pas la COSAC, qui sera un mélange avec des critères sélectionnés et choisis,
comment cela fonctionnera, qu'est-ce que les citoyens comprendront, eh bien, il faut encore voir tout ça. Et ensuite, il y a le Brexit. Il y a toujours quelque chose de fantastique dans l'Union européenne. Maintenant, nous avons ces négociations sur le Brexit. Quelqu'un l'a mentionné à très juste titre. Nous avons 28 commissaires. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas choisir un commissaire pour traiter la question du Brexit? Pourquoi faut-il trouver quelqu'un d'autre qui aura une charge spéciale et qui complexifiera encore ce processus déjà très complexe en soi? Voilà l'état de notre système. De plus, il y a vraiment des institutions obèses maintenant. Oui, nous avons trop d'institutions. Oui, il y a trop de députés. Il y a trop d'auditeurs. Il y a trop de juges, bien sûr, je dois vous le dire. Et donc, c'est un autre problème, cette bureaucratie qui s'étend constamment, comme en Belgique. À chaque fois qu'il y a un problème en Belgique, on crée une nouvelle couche, on déclare le problème réglé, on passe au problème suivant. Et donc tout ça alimente les mouvements eurosceptiques. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis venu en tant que juge ici dans une commission parce qu'on nous a demandé de faire nos commentaires pour doubler la cour, le tribunal général. Donc mes collègues, nous sommes venus à la commission, nous avons dit que cela pourrait présenter des coûts, que ce serait disproportionné, inefficace. Nous avons donné beaucoup de données, de statistiques, et tout cela pouvait être facilement vérifié si seulement quelqu'un en avait quelque chose à faire. Mais personne ne semblait en avoir quelque chose à faire. Il n'y a pas eu d'évaluation d'impact, pas de consultation large, pas de vérification du flux de travail, pas de la charge de travail. Non, rien de tout ça. Tous les groupes pro-européens ont approuvé ce doublement. Et maintenant, on se plaint qu'il n'y a pas assez de travail. Donc pour conclure, si on veut défendre nos démocraties en ayant un bon système juridique, c'est certainement positif. Mais pour restaurer le lien avec le public, nos institutions doivent être plus compréhensibles, plus transparentes et plus modestes. Par exemple, pour une institution locale, avoir des limousines et des chauffeurs particuliers, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ensuite, en ce qui concerne le retour pour certaines catégories de population, notamment pour le Brexit et pour le contexte des élections américaines, les catégories A, où l'Union européenne présente peu d'avantages, certains avantages sont très clairs, par exemple les personnes pourront participer à la vie économique, mais à l'inverse, un blanc de 57 ans qui ne déménage pas, qui a des problèmes de santé, qui a perdu son emploi à cause des migrants, eh bien, cette personne ne va pas voir les avantages de l'Union européenne. Même après 1000 discussions comme celle-ci. En fait, il est même l'archétype du vote pro-Brexit et du vote Trump. Et des prochaines élections qui s'approchent. Donc récemment, j'ai observé que le Parlement a proposé des tickets de train, des connexions Internet universelles. On peut parler des modalités, évidemment, mais c'est la stratégie. Et Jacques Delors le disait souvent, on ne tombe pas amoureux d'un marché unique. Et on peut dire la même chose de la monnaie unique, en particulier quand elle est conçue et gérée de manière inadéquate. Si on veut restaurer la confiance avec la démocratie européenne, il faut trouver des avantages concrets et simples qui profiteraient à tous. Et tout le monde, il faut le souligner 3 fois. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même encore de l'espoir. Et c'est l'avantage de ce grand contexte.
Quand je lis le livre de Tony Jen, ce continent est décrit comme dévasté, non seulement matériellement, mais culturellement également. Ils étaient des leaders. Ils ont trouvé de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Ils ont créé quelque chose de complètement innovant. Et ça a marché. C'était les communautés. 35 ans plus tard, en 1980, ce continent était complètement paralysé. Ils ont même inventé un mot, l'eurosclérose. D'autres leaders sont venus, d'autres dirigeants sont venus avec de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Et il y a eu une autre bonne période, une période positive. Et maintenant, 35 ans plus tard, bien sûr, nous pouvons dire que la période est assez morose. Mais malgré tout, je pense que si on trouve les bons dirigeants, peut-être nous trouverons les nouvelles idées et le nouveau souffle pour réellement nous améliorer à nouveau. Mais pour le faire, nous ne devons pas oublier que le système juridique, c'est une bonne chose, mais avant tout, il faut traiter le fonctionnement de nos institutions. Donc ma conclusion sera simple. Nous pouvons améliorer le système, certes, mais je reprends les mots de Mahatma Gandhi dans d'autres contextes. Si vous voulez protéger la démocratie, d'abord, il faut être soi-même, il faut être le changement que l'on veut voir opérer dans le monde. Merci beaucoup.